Pour la première fois, je vais parler d'un film Netflix dans mes vidéos. C'était quelque chose qui était prévu pour El Camino, qui est un très beau film d'ailleurs. Mais le truc, c'est que, comme je n'ai pas vu la série Breaking Bad depuis pas mal d'années, en fait, il me faudrait faire une vidéo d'au moins 30 minutes pour en faire un dossier. Et moi, je m'en estime pas encore capable. Est-ce que ce dossier pourrait se faire? Possible. Salut à tous. Citez-moi une seule personne, ne serait-ce qu'une seule, qui aime le cinéma, mais qui n'a jamais entendu parler de Martin Scorsese au moins une fois dans sa vie. Si jamais c'est ton cas à toi qui regarde cette vidéo, rattrape-toi avec ces quelques exemples. Martin Scorsese, c'est tout simplement l'un des cinéastes les plus influents de toute l'histoire. Il a à son actif une grande majorité de chefs-d'œuvre, à commencer par le film avec lequel j'ai commencé, Le Loup de Wall Street en 2012, le grand classique Taxi Driver, Mean Streets, Les Affranchis, mais Casino, mon préféré, et dernièrement le film qui nous intéresse ici, The Irishman. Ce film retrace le parcours d'un certain Frank Sheeran de son service à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de sa vie. En qualité de livreur, il fera la connaissance d'un certain Russell Bufalino, pareil d'une mafia italienne, pour ensuite collaborer avec un grand syndicaliste, Jimmy Hoffa. Voilà pour l'histoire. Déjà, qu'en ai-je pensé de ce film? Il est tout simplement excellent. C'est du pur Scorsese. J'avais dit tout à l'heure que ça faisait partie des chefs-d'œuvre de Scorsese, mais à vrai dire, et je vais certainement faire grincer des dents, ce n'est pas pour moi le meilleur film de Scorsese, à cause de quelques faiblesses. Ça ne vaut certes pas Casino ou même Les Affranchis, mais il n'empêche que c'est un excellent film, comme Martin Scorsese sait faire. Avant de vous dire pourquoi, remontons aux origines du film. The Irishman est un projet qui a été lancé en 2008. Il s'agit à la base d'une adaptation d'un ouvrage qui retrace la vie de Frank Sheeran, écrit par un certain Charles Brent. Dès que le projet a été annoncé, Scorsese avait l'intention d'attribuer le rôle de Sheeran à Robert De Niro, avec qui il n'avait plus collaboré depuis 22 ans, soit après Casino. Waouh, ça fait si longtemps que ça. Le film a tardé à se concrétiser car Scorsese devait s'occuper d'un autre projet, Silence, sorti en 2016, et ce n'est qu'en 2017 qu'il se met sérieusement à bosser sur le film. On retrouve ainsi donc l'équipe gagnante de Martin Scorsese, à savoir un Robert De Niro et un Joe Pesci vieillissant, ainsi qu'Harvey Keitel, un acteur que j'aime tant, plus un autre acteur de haute prestige, Al Pacino. Un casting de premier choix, combiné au savoir-faire du réalisateur, tu ne peux que te dire que ce film sera d'une qualité indéniable, et c'est le cas. Mais il y a quand même un truc qui chiffonne. Comment ça se fait que The Irishman ne soit sorti que sur Netflix et non pas en salle? Je sais qu'il y a une avant-première en Belgique, mais est-ce que Scorsese a décidé de se mettre à la page ou bien... Voyons voir. Eh bien non, figurez-vous qu'en raison de très fortes productions, les studios américains ont décidé de distribuer le film uniquement dans les salles obscures états-uniennes et nulle part ailleurs dans le monde, de peur à ce que le film fasse un bid en dehors des États-Unis. Du coup, c'est Netflix qui obtient les droits et nous, heureux abonnés de la plateforme que nous sommes, nous pouvons profiter de ce film depuis le 27 décembre. Novembre. C'est bien, mais en même temps c'est dommage. À titre personnel, je n'ai jamais regardé un film de Martin Scorsese en salle, et j'aurais bien tenté l'expérience avec The Irishman. D'un autre côté, ce n'est finalement pas plus mal qu'il ne soit sorti directement sur Netflix, car le film dure quand même plus de 3 heures. Ce qui m'amène au premier défaut que j'ai trouvé au film. Il y a une dizaine, voire une quinzaine de minutes qui m'ont paru très très longues. Mais bon, je vous rassure tout de suite, tout le reste, je n'ai pas senti passer. En vérité, j'ai tellement pas assez dormi ces derniers temps que, au premier visionnage, je n'ai vu que les 3 premiers quarts du film et tout le reste, j'ai regardé le lendemain. Me j'ai pas. Le film est certes très long, mais il a l'avantage de raconter beaucoup de choses. À l'instar de ses précédents travaux, Scorsese nous livre ici un film de gangster qui a pour thème principal la vieillesse, la maturité. Le film démarre sur un plan séquence pour s'arrêter en face d'un vieux Robert De Niro, ici Frank Sheeran, qui raconte à la caméra, soit nous, les spectateurs, toute l'histoire de sa vie. Quand il était livreur, quand il était tueur à gages, quand il était syndicaliste, sa rencontre avec Russell Bufalino, joué par Joe Pesci, et surtout son amitié avec Jimmy Hoffa, interprété brillamment par Al Pacino. Je parlerai du classique un peu plus tard, mais pour l'instant, penchons un peu sur le thème de la vieillesse. Ce n'est pas la première fois que Scorsese retranscrit à l'écran le temps qui passe à travers ses personnages. Par exemple, dans Raging Bull, quand De Niro interprétait Jack LaMotta, il avait un très bon physique du temps qu'il était boxeur. Mais plus tard dans le film, on voit Jack LaMotta plus vieux parce que De Niro a pris beaucoup de kilos. Même dans Les Affranchis, De Niro a vieilli. Et tout ça, c'était dû à la magie du maquillage. Ici, Martin Scorsese utilise la technologie moderne pour rajeunir ses acteurs. De ce côté-là, je suis à moitié convaincu du résultat. Autant Joe Pesci et Al Pacino, ça passe. Autant De Niro, c'est plutôt flagrant. Surtout à la première heure du film. Déjà, ça se voit des kilomètres à la ronde que son visage a été plastifié par la CGI. Même ses yeux bleus, on les voyait trop. Mais le problème, c'est surtout sa carrure qui ne change pas tout au long du film. Entre le Robert De Niro dans sa trentaine et ce jeune Robert De Niro là, putain mais y a pas photo, hein. Enfin, je veux dire, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'on ne peut pas engager une jeune doublure pour interpréter un jeune Frank Sheeran avec une carrure moins imposante. Jimmy Miniman l'a déjà fait. Bon, j'ai pinaille, mais je pense que Scorsese a plus misé sur le jeu d'acteur de De Niro, ainsi que les deux autres, plus que la forme physique. C'est déjà une première de la part du réalisateur d'utiliser cette technique de rajeunissement, donc franchement, on va pas trop s'en plaindre.
Pour en finir avec la partie non-spoil, je vous indiquerai le timecode par ici, on va parler du casting. Et pas n'importe lequel. Déjà, les habitués de Scorsese, à savoir Robert De Niro, Joe Pesci, ça m'a fait plaisir de le revoir celui-là, Harvey Keitel avec qui Scorsese a déjà bossé plusieurs fois, Al Pacino, qui est mon préféré du film, qui est juste incroyable, impeccable dans le rôle d'un syndicaliste, et surtout, mention spéciale à l'actrice qui joue dans le rôle de la fille de Sheeran, Peggy, Anna Paquin, a.k.a. Malicia. J'en parlerai de ces deux personnages dans la partie spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que The Irishman, c'est le film de la maturité de Scorsese. Je dirais même plus, c'est un requiem que Scorsese nous offre. Ça paraît glauque de dire ça, mais Scorsese, ainsi que ses acteurs principaux, s'approchent de la fin de vie. Ce film met en parallèle une grande partie de la vie de Scorsese, tout en incluant des thèmes qui lui sont très chers. Le quartier de Little Italy de Manhattan, la déchéance, la religion catholique avec laquelle il a été élevé, la recherche de la rédemption, l'environnement mafieux, son rapport à la mort. Bref, en grande partie, tout ce qui fait le sel du cinéma de Martin Scorsese. Même si ce n'est pas son dernier film à proprement parler, puisqu'il va collaborer de nouveau avec De Niro et de DiCaprio, ce film, The Irishman, sera considéré comme un requiem vraiment réussi. Et je vous recommande d'aller le voir, ainsi que toute la filmographie de Scorsese. Moi-même, j'ai encore du chemin à voir. Voilà. Attention partie spoiler, c'est parti. Déjà, 2 mots. Jimmy Hoffa. Putain, chaque scène avec lui, c'était hilarant. Déjà, rien que la scène de la réunion où il insultait ses collaborateurs, quand il a bitché sur le vieux Kennedy, et à chaque fois qu'il se battait contre un certain Tony Pro, toutes ces scènes, je les ai repassées au moins une vingtaine de fois. C'est pour ça que quand il s'est fait abattre par Sheeran sous ordre de Russell, j'étais dégoûté, mais genre vraiment dégoûté. Ça me fait vraiment chier parce que chaque fois que je voyais ces deux personnages, je ressentais comme une sorte d'alchimie entre eux, une grande amitié très touchante, voire même fraternelle. L'alchimie entre Pacino et De Niro, franchement, je la ressens vraiment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas la première fois que ces deux-là jouent ensemble. La dernière fois que je les ai vus dans le même film, c'est dans le 2e épisode du Parrain, quand De Niro et Pacino jouent respectivement le rôle du jeune Vito et de Michael Corleone. Puisque ce même film retrace en parallèle la jeunesse de Vito Corleone et l'ascension de son fils Michael, ils ne pouvaient s'échanger des répliques. Et là, dans The Irishman, c'est chose faite et ça fait vraiment plaisir. Du coup, après l'assassinat de Jimmy Hoffa, j'étais bien évidemment dégoûté de Frank Sheeran, mais ce qui va suivre ne sera pas moins satisfaisant. En effet, au fur et à mesure que Frank vieillit, il finit quand même par avoir des remords par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Il cherche la rédemption pour tous les crimes qu'il a commis. Et pour couronner le tout, sa fille, Peggy, renie carrément son père. Déjà, quand elle était petite, elle n'était pas très fan des activités mafieuses. Ça a commencé quand Frank a tabassé l'épicier du quartier sous les yeux de Peggy pour avoir touché sa fille. Elle se doutait que son père était impliqué dans le meurtre de Jimmy Hoffa, le seul homme, je pense, que Peggy affectionne particulièrement. Et ensuite, silence radio. Pour Peggy Sheeran, Frank n'a jamais été son père. Même à l'enterrement de la femme de Frank, ce dernier regarde sa fille, qui, elle, ne la calcule même pas. Même sa sœur cadette ne veut plus parler à son père. C'est pour ça que précédemment, j'avais dit que Peggy était un de mes personnages favoris. Car elle représente à elle seule le châtiment que subit son père, le reniement. Bien que l'actrice ait très peu de texte et très peu de répliques, son expression, sa prestation, en suffisent simplement pour en faire le châtiment ultime de Sheeran. Le reniement du père criminel. Sans aucun jeu de mots foireux, bravo Malicia. Pour finir, j'aimerais aborder un thème que je n'avais pas parlé avant. La mort. Ça rejoint un peu le thème de la vieillesse. En plus de trouver des mises à mort à la Scorsese, c'est-à-dire une balle dans la tête, le sang sur les murs, un exemple, le vieux Russell quitte la prison en fauteuil roulant pour aller à l'église, pour au final ne plus jamais revenir. Il franchit la porte et on ne le voit plus jamais. C'est une scène qui m'a touché au plus profond, sincèrement. Je sais pas pour vous, mais j'ai comme l'impression que Joe Pesci veut nous dire adieu à travers le grand écran. Enfin, un grand écran, il est quand même sorti sur Netflix. Non seulement à nous, mais aussi au monde du cinéma. Encore un autre exemple. Frank Sheeran va aux pompes funèbres et choisit de se reposer dans un cercueil vert. Oui, vert parce que c'est la couleur traditionnelle de l'Irlande et que n'oublions pas que Frank Sheeran est d'origine irlandaise. Bah tiens, allez chercher Saint-Patrick sur Google, vous comprendrez vite pourquoi. Bref, bien qu'il ait vécu en Amérique, le gars choisit de partir sans pour autant oublier ses origines. Et la scène finale, quand Frank laisse la porte entrouverte. Après avoir discuté avec le prêtre, son dernier regard porte sur nous, les spectateurs. Ce n'est pas pour signifier la mort de Frank, mais c'est tout comme, puisque le prêtre a parlé des festivités de Noël. Or, Frank est décédé le 14 décembre 2003. Dans le film, il ne meurt pas de la même manière que Michael Corleone dans Le Parrain 3. C'est un truc pour nous dire, voilà, l'histoire s'arrête là. Ce n'est là que mon interprétation, mais je pense que c'est ce que j'ai le plus ressenti quand je vois cette scène. En conclusion, The Irishman, certes ce n'est pas le meilleur film de Martin Scorsese, mais il n'empêche que c'est un excellent Scorsese. C'est tout bonnement un multipode de ce qu'il avait fait auparavant, qui s'avère au final être un requiem, avec des mises en scène toujours aussi maîtrisées, accompagnées de musique jazz, un style narratif toujours aussi captivant, des thèmes propres au cinéma scorsésien, et surtout une réunion d'acteurs qui me font toujours aussi rêver. Que demander de plus?
Voilà, c'est The Irishman de Martin Scorsese, mes amis. J'espère que ces critiques vous a plu. En tout cas, si jamais ces critiques vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.